Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Skate Kitchen, Tampopo et Midnight Cowboy. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Alors ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je reçois une BDiste, comme moi, une native de la région de l'Outaouais, de Hull, Iris Boudreau, bonjour! Salut! Comment vas-tu? Ça va, je suis un peu nerveuse, je t'avoue. Oui. On dirait que mon cerveau fonctionne à genre 60% de sa capacité là, depuis le confinement. Là, puis, tu sais, vu qu'on parle pas à beaucoup de monde, on dirait que des fois, je sais plus comment parler. Fait qu'on va voir comment ça va se passer. On te doit des bandes dessinées comme Dans mes relignes qui se passent justement à Hull. Il y a plein Oui, de lieux dans cette bande dessinée-là où je me dis, ouais, je connais cet endroit-là. On te doit avec Sviane la trilogie de l'Hostitcha, oui, que je relis à peu près une fois par année. Ça vient tellement me chercher cette série-là. La liste des choses qui existent, qui a été également transposée en court-métrage sur l'ONF. oui, Et les autres, et plus récemment aussi Folk, tome 1 et tome 2. exact. Avant qu'on entre dans ta liste, est-ce qu'il y a des films qui t'influencent en tant que BDiste? C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Ben, en fait, Guilla, je peux te raconter une anecdote. Quand j'étais enfant, quand j'étais vraiment jeune, on n'avait pas de télé chez nous. Là. Mes parents, OK. c'est comme des hippies un peu. Là. À un moment donné, on a eu une télé, mais c'est une petite télé noir et blanc qui fait crunch-crunch, tu sais que tu n'as pas de manette, là, que tu changes les postes avec des cossins. Puis on n'avait pas de VHS pendant vraiment longtemps. Tu sais, on a eu un VHS, je ne sais pas j'avais quel âge, mais en tout cas, fait que chez nous, écouter un film, c'était comme un événement. Ah Tu ouais. sais, mes parents louaient des fois un VHS, là, puis là, on était bien contentes, moi et ma soeur. Puis sinon, quand on allait chez ma tante qui avait un VHS, mes parents ils nous permettaient de louer chacun un film. Puis ma sœur prenait tout le temps le même calice de film, puis ça m'insultait tellement parce que c'était super rare qu'on pouvait en écouter, puis elle prenait tout le temps Crochet, là, tu sais, le Peter Pan. Oui, Hook, oui. Puis tu sais, c'est un bon film, mais j'étais comme... Oui. Puis là, ben, c'est ma petite sœur, fait que j'essayais de la soudoyer pour qu'elle choisisse un film que moi j'aimais, puis quand, comme ça, on en aurait deux que j'aime. Mais hey, je me rappelle même pas qu'est-ce que je jouais dans ce temps-là, mais bref, tu sais, j'écoutais un peu des films des fois chez mes amis, mais il y a plein de classiques comme ça, comme, tu sais, Retour vers le futur, E.T., Jurassic Park, c'est tous des films que j'avais comme pas vus avant d'être adulte. Wow, Comme, OK. tu sais, Retour vers le futur, je pense que je l'ai vu cette année, là, ben, l'année Ah, passée. Fait que, ouais, ben, c'est un peu poche, là, parce que je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. mhm. Puis j'aurais sûrement aimé ça, tu sais, découvrir ça plus jeune, là. Pas que Mais j'en en écoutais même... des films. Ouais, mais en même temps, une fois, tu sais, t'es adulte puis tu découvres Back to the Future, c'est un film t'en as entendu parler probablement toute ta vie. Là. Tu sais que Ouais, ça oui, je savais existe comme c'était quoi. Je Jurassic savais un Park, peu c'est ça? l'histoire. Ouais, c'est ça. Mais de le voir, ça te fait quoi en tant qu'adulte? Est-ce que tu te dis, j'aurais aimé ça le voir avant ou... C'est en plein ça que je me suis dit. En l'écoutant, j'étais comme, hey, c'est pas si bon. Puis, tu sais, j'étais un peu jalouse des gens qui le regardent avec nostalgie, puis que clairement, ils aiment ça parce que, tu sais, il y a des films ou des œuvres comme ça Bien sûr. qu'on aime parce qu'on est nostalgique. Mais non, honnêtement, j'ai comme pas trouvé ça si OK. bon, là. Ben, tu sais, ça a un peu mal vieilli aussi, Certains, peut-être, là. certains trucs, ouais, 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 Ça. définitivement, oui. Mais ouais. Mais bon, tu sais, j'en écoutais pareil des films. Ah, je te dirais, OK, le premier film vraiment marquant, c'est que j'ai vu comme des dizaines de fois chez mon ami, c'est Le Roi Lion. Hmm. Ah oui. Tu sais, puis on écoutait la trame sonore, puis on connaissait toutes les tunes par cœur, puis tu sais, il y avait tout dans ce film-là. Là. Il y Ouais, avait comme du drame, de l'amitié, de l'amour. Puis tu sais, c'est super beau, l'animation est vraiment belle. Tout ça. Fait que, ouais, complètement. je dirais, ce film-là, je pense que c'est le premier film que j'ai comme réécouté, puis réécouté, puis réécouté. Là. Ah, Mhm. ça, puis, oh mon Dieu. Free Willy, là. Ah oui, 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 mon ami Willy. Oh my God. Je me sens tellement niaiseuse parce que, tu sais, j'ai tellement trippé sur ce film-là. Puis après, j'ai tellement achalé mes parents pour aller à Marineland. Mais tu sais, Ouais. j'ai tellement pas compris le film, là. C'est comme, ça parle d'emprisonner des baleines puis d'essayer de les libérer. Puis moi, je suis comme, maman, je vais aller à Marineland voir des baleines emprisonnées. Mais bon, c'est quand t'es Ouais, enfant. mais tu sais, puis c'est...
Je me rappelle de la chanson de Marineland, forcément, mais Oui, en oui, chanté par des plein, franco-ontariens. oui, mais en plein à l'époque où mon ami Willy sortait, puis c'est sûr qu'il n'y a pas un enfant qui comprenait le message du film parce que Ben les pubs non, faisaient Mais Willy est au parc, on peut aller le voir, bien sûr. c'est ça. Fait que ouais, je dirais ces deux films-là, mais tu sais, c'est pas... ouais, c'est ça. Mais je les ai pas revus depuis, tu sais, faudrait que j'y réécoute. Ah ouais, peut-être. On va rentrer dans ta liste avec Ouais. ton premier film, c'est Skate Kitchen, un film de 2018 de Crystal Moselle qui met en vedette le groupe de skaters The Skate Kitchen et Jaden Mhm. Smith. C'est quoi l'histoire? C'est quand même assez récent. Pourquoi c'est un coup de cœur? Ça raconte quoi? Moi, j'ai full aimé ça. J'ai trouvé que les filles étaient tellement cool, là. Tu sais, Mhm. je me disais, waouh, si j'avais vu ça quand j'étais ado, comme j'aurais voulu être ces filles-là, là. Comme là, je suis clairement trop vieille pour commencer à faire du skate, là. Ah, puis en passant, toi, tu viens de l'Outaouais, fait que Ouais, si je on dis va dire de une la skate. skate, là, On va mais dire là, de la moi, skate, oui. Ouais, ben moi, ça, je vais être entre les deux. Des fois, je vais te dire une, des fois, je vais te dire un, parce que là, tu sais, je me suis fait peer pressure à dire un skate, là, parce que le monde irait trop moi. Mais, ouais, non, ces filles-là sont juste méga cool, là. Puis, ce que je trippe sur ce film-là parce que ça nous montre des filles qui font de la skate. Ouais. Puis, donc, c'est un milieu qui est encore, je pense, majoritairement masculin, là, si je ne me trompe pas. Puis moi, en tout cas, quand j'étais ado, j'avais une amie qui faisait de la skate, puis tout le reste, c'était des gars qui en faisaient. Là. Tu sais, au skatepark, c'était Ouais. juste des gars tout le temps. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant de montrer ça dans le film. Là. Mhm. Et sinon, c'est un film qu'on appelle en anglais un coming of age movie, Ouais. qui se traduit en français par un récit initiatique là, ou quelque chose comme ça, Mhm. mais je trouve pas que ça a la même signification. Tu sais, je dirais comme, je sais pas. En tout cas, bref, je veux dire coming of age, je suis désolée Ouais. pour l'anglicisme, mais je trouve que c'est ça. C'est comme ça que ça dit. Fait que c'est une fille qui s'appelle Camille, qu'on voit au début du film en train de faire de la skate comme ça. Puis elle se credit card, genre elle tombe, puis la skate lui arrive dans la fourche, puis elle se fait super mal. Ouais, ça n'a pas l'air de faire du bien. Je pense que ça fait autant pas du bien pour un gars qu'une fille. Là. Non, non, c'est sûr. Puis donc, elle retourne chez elle, elle habite avec sa mère qui l'élève toute seule, c'est une mère monoparentale. Puis sa mère est bien tannée, elle dit je veux plus que tu fasses de skate, c'est trop dangereux, t'arrêtes pas de te péter la gueule. Fait qu'elle est interdite de faire du skate. Puis pendant ce temps-là, on voit que Camille, elle suit sur Instagram ce groupe-là de filles qui s'appelle Skate Kitchen, qui eux, sont basés à New York. Puis Camille, elle vit à Long Island, fait qu'elle est un petit peu plus en banlieue. Puis elle décide d'aller rencontrer, tu sais, sur Instagram, les filles disent, on va être, on fait un gathering, genre, à cette place-là à New York. Fait qu'elle va les rencontrer. Puis, tu sais, tout de suite, elle est super impressionnée par cette gang-là qui sont, je dirais un petit peu plus, je sais pas comment dire de façon comme politically correct, mais qui sont un peu plus déniaisés, tu sais, Mhm. qui ont plus expérimenté un peu la vie. Là. Ils ont à peu près le même âge qu'elle, mais tu sais, ils fument de la drogue, ils parlent de sexe ouvertement. Puis tu sens que Camille est un petit peu moins rendue là, tu sais, dans sa Ouais. vie. Fait qu'elle est super impressionnée par elle, puis elle est impressionnée par leur talent de skateuse aussi. Mais Camille est super bonne aussi, c'est une super bonne skateuse. Donc, elle commence à se tenir avec cette gang-là, puis ce qui amène des conflits avec sa mère, parce que sa mère veut plus qu'elle fasse de skate, puis elle se rend bien compte que ces filles-là sont un petit peu plus wild que sa fille. Puis donc, à travers tout ça, au début du film, on voit quand même que Camille a fête ses 18 ans. Fait que, tu sais, c'est plus une enfant. Ouais. C'est encore une ado, mais elle commence à entrer pas mal dans l'âge adulte. Puis, à un moment donné, elle se chicane vraiment avec sa mère. Puis, elle va être hébergée par une des filles du groupe de Skate Kitchen, chez les parents de cette fille-là. Puis, c'est là c'est là qu'elle commence un peu à perdre son innocence. Là, Ouais. comme elle commence à plus se tenir avec elle. Et elle se pogne une job, tout ça. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un conflit. En tout cas, je ne vais pas dire quoi, parce que je ne vais pas spoiler pour les gens, mais il va y avoir un conflit. Puis Camille, elle va être rejetée du groupe Ouais. d'amis. Puis là, elle va se retrouver, donc, elle ne peut plus être hébergée par cette fille-là. Fait qu'elle se retrouve un peu comme à traîner avec une autre gang de skate, mais plus des gars, des plus vieux, puis qu'eux sont, tu sais, un petit peu encore plus rebelles que la gang de Skate Kitchen, mais pas Mhm. rebelles dans le même sens. C'est un petit peu des mauvais garçons. Puis elle se ramasse vraiment dans un lieu plus hostile, elle se fait héberger par un gars, puis c'est pas. En tout cas, on s'inquiète un petit peu pour Ouais. elle. Puis ben, je vous dirai pas la fin, mais c'est quand même un happy end. Ouais, en fait, je l'ai
pas vu. En fait, tu m'as même appris l'existence de ce film-là. J'en avais jamais entendu parler. Mhm. Je, je vais définitivement aller le voir parce que juste en regardant la bande-annonce, j'ai eu un coup de cœur pour tout ce que je voyais là-dedans. Puis, tu sais, autant les gens qui font de la skate, les espèces de rapports humains. Puis, Ouais. en- juste avec la bande-annonce, puis voir comment les personnages se parlent, qui sont très réalistes, Mhm. j'ai quand même pensé un peu à Dans mes relignes. Euh, Ah ouais, hey, Bon, merci. mais tu sais, mais au niveau des relations un peu adolescentes, des gens qui Ouais. deviennent vieux, puis dans mes lignes, si je ne me trompe pas, c'est un peu autobiographique, c'est un peu ce Oui, que oui, tu vivais. c'est complètement autobiographique. OK. Mais je me demande, en fait, toi, dans ton art, dans ton écriture, il y a ça un peu dans le style chat sans être autobiographique. Mm. Euh, mais les rapports entre des gens qui entrent dans l'âge adulte, qui deviennent des adultes, des gens qui sont Mhm. à l'aube de cette vie-là, qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui vient te chercher dans Je ces sais récits? pas, hein, mais c'est vraiment un thème qui me touche, tu as raison. Puis d'ailleurs, on en reparlera plus tard parce qu'il y a un autre film que j'ai Ouais. choisi qui, à mon avis, est aussi un coming of age movie. Euh, je sais pas qu'est-ce qui me touche là-dedans. Hey, je veux pas d'être oversharer sur moi, là, mais peut-être parce que j'ai l'impression, je pense comme beaucoup de gens, là, de encore me chercher, même si j'ai 37 ans. Tu sais, des fois, je me demande moi-même comment je suis qui. Fait que, tu sais, je m'identifie peut-être un peu à ces personnages-là, ados, qui se demandent Ouais. un peu son qui puis qui essaient de trouver leur place. Je pense qu'il y a peut-être de ça. Puis aussi, je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, en tout cas dans les deux films que j'ai choisis qui ont ce thème-là, c'est aussi souvent des films sur l'amitié, tu sais, où il y a Ouais. des histoires d'amitié vraiment intéressantes, puis où est-ce que... Puis moi, j'adore le thème de l'amitié, là. Pour moi, un film où l'amitié est traitée est beaucoup plus intéressant pour moi qu'un film où il y a des histoires d'amour. Mhm. Ouais. Je suis vraiment... j'adore les histoires d'amitié. Fait que Oui, peut-être oui. qu'il y a ça aussi, là. Puis d'ailleurs... je pense que c'est le thème central de ce film-là, de Skate Kitchen. Ben, ça et le coming of age, mais c'est tellement une vraiment belle histoire d'amitié. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les filles, entre elles, sont super bienveillantes, là, même s'il y a des conflits, un Mhm. conflit à un moment donné, mais c'est vraiment des amitiés bienveillantes. Puis c'est le fun de voir ça. Puis c'est un truc qu'on voyait peut-être moins avant dans le cinéma, dans les séries. Souvent, les filles, surtout des filles ados, c'est comme ils se bitchaient ou où ils parlent de gars. Puis, Ouais. alors que là, justement, la discussion, premièrement, ne tourne pas juste tout le temps autour des gars. Ils ont des super bonnes conversations. Il y a vraiment des. Je sais pas qui. Ben, je pense que c'est la réalisatrice qui a écrit le film, là, Oui, Crystal Moselle, oui. qui est scénariste. En tout cas, mais je pense, j'ai lu un peu sur le groupe de filles et sur Crystal Moselle. Puis j'ai l'impression qu'elle s'inspire un peu carrément des vraies filles du film, Oui, comme on c'est le parce sent que un peu. Là. c'est ça, puis c'est un vrai groupe de skaters, les Oui, Skate c'est ça. Kitchen. C'était pas des actrices à la base, là, de ce que j'ai lu. Ils ont passé C'est 8 ça. mois à faire des cours de théâtre, à faire des cours d'impro pour réussir à faire un film, puis ça a l'air Exact. super réaliste. Puis juste le nom de leur, je sais pas si on peut dire une troupe, mais de leur Mhm. skate crew, je sais pas comment, Moi, je comment le pense que c'est le dire. crew, ouais, je pense que c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais, de Je sais leur pas, moi non crew. plus, je suis pas vraiment, je connais rien du skate, Non, mais ça me fascine. non, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont skaters en Outaouais, mais adolescent, j'étais pas dans cette gang-là. Euh, J'étais pas assez cool pour avoir un skate. Mais c'est le nom de leur crew, Skate Kitchen, parce que c'est une réappropriation de l'expression que des gars envoient à des femmes en disant à la place Oui, d'une femme, c'est dans la cuisine. Puis ils ont fait, ben, nous autres, ça va être le Skate Kitchen. Puis c'est ça. notre place, notre cuisine, c'est le skatepark. Puis je trouve ça formidable comme Ouais, ouais. réappropriation, en fait. Puis il y a vraiment justement une vibe féministe au film aussi, là, mais tu sais, encore une fois, ce que j'aime de ce film-là, c'est que oui, c'est un film féministe, mais c'est pas un film qui sont comme bonjour, je vais vous expliquer des choses tu sais, pour que ça soit Mhm. féministe. Là, tu sais, c'est pas plaqué, là, c'est vraiment c'est des situations comme de la vie de tous les jours. Puis les filles, tu sens que tu sais, quand elles réagissent à certains gars dans le film qui les traitent comme de la merde, là, tu sais, c'est super justifié qu'elles réagissent comme ça. Puis ils sont pas non plus on veut pas parler aux gars, puis il y a comme un gars qui se tient avec eux, puis Ouais. en tout cas, tout ça est très, très, très bien fait. Ouais. Ouais, non, il y a quelque chose, il y a une vibe à l'adolescence qui est le fun, pas nécessairement quand t'es dedans, mais le début de Ouais. l'âge adulte, dans le coming of age.
c'est pas nécessairement le fun de le vivre, mais c'est le fun d'y retourner, d'y repenser, de réfléchir à quel genre de jeune adulte que j'étais, puis comment je me cherchais, puis je me définissais, là, puis... Ouais, pour vrai, je pense que cette semaine, je vais le voir, c'est sûr. Yes, tu m'as donné des J'ai nouvelles. très hâte de le regarder. Si je passe à ton deuxième film... Ah, attends, je veux juste Oui, rajouter oui, quelque vas-y, chose. vas-y. Si les gens voient Skate Kitchen puis aiment ça, là, je conseillerais aussi quelque chose à voir, un court-métrage qui s'appelle Learning to Skateboard in a War Zone, entre parenthèses, If You're a Girl. OK. Puis c'est super bon. C'est l'histoire de. Ben, c'est un documentaire, en fait. Là, c'est sur des jeunes filles afghanes qui ont créé une école où des enfants, des filles afghanes apprennent à lire, à écrire, tout ça, des mathématiques, mais la moitié de la journée est consacrée à apprendre à faire du skate. Hmm. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce qu'il y a comme plein de parents qui ne veulent pas que leur fille aille à l'école parce qu'elles vont être en contact avec des garçons, puis tout ça. Fait que, tu sais, l'éducation en Afghanistan pour les filles, ça a l'air d'être quelque chose quand même assez difficile. Puis là, en plus, ils font de la skate, c'est la moitié de la Ouais, ouais, journée. ouais. Fait que super intéressant, je me rappelle plus ça dure combien de temps, je pense que c'est comme un 20 minutes, une demi-heure. Là. Est-ce que ça se trouve sur Vraiment. YouTube ou ça se trouve facilement sur Internet? Ou, Je me rappelle plus où j'avais regardé, je pense qu'il sur Vimeo peut-être. OK. Ah, ben si sur une Ouais, Vimeo, je pense qu'il je mettrai faut le juste lien. googler. Ouais, Ouais, je si mettrai le on... lien sur Facebook, sur OK. la page d'Ongeance de film. Ouais, ouais, ouais. Puis dernière petite affaire que moi je ne l'ai Oui. pas regardée, mais il y a une série sur HBO avec le même casting, puis la même scénariste réalisatrice Ah, qui s'appelle Betty. Le nom de la oui. série, ça s'appelle comme ça. Puis ça a l'air d'être un peu un genre de spin-off de Skate Kitchen. C'est comme les mêmes filles, puis en tout cas, le même genre d'histoire. Là. Ça a Ah, l'air vraiment cool. bon, mais je ne l'ai pas vu. Ah, oui, je vais m'intéresser à ça, c'est sûr. Donc, ton deuxième film qui est Tampopo, c'est un film de 1985 de Juzo Itami. Et là, je m'excuse, je vais dire les noms un peu tout croche. J'en C'est suis correct, désolé. moi aussi, je ne sais pas comment prononcer. Sa mère vedette, Tsutomu Yamazaki, qui joue le rôle de Goro. Euh, L'actrice Nobuko Miyamoto, qui joue Tampopo. Et Ken Watanabe, qui joue Gon. Ken Watanabe, que vous avez pu voir dans Inception, que vous avez pu voir dans plein de films américains. Il y a une grosse carrière américaine aujourd'hui. Euh, c'est- Ça fait partie de ses premiers films à l'époque où il faisait que des films au Japon. Tampopo, ça raconte quoi? C'est quoi ce film-là? Oh my God, Tampopo. C'est un de mes films préférés. Je pense que c'est dans mon top 5, puis peut-être même mon top 3. Là. Je capote sur ce film-là. Là. C'est un film qui parle de bouffe, comme Ah, le fil conducteur et la bouffe. Mais c'est tellement un ovni, ce film-là. C'est tellement weird. C'est une comédie, c'est super drôle. Puis t'as une histoire principale, donc une trame principale, mais après, t'as plein de petites histoires, soit qui suivent pendant le film aussi, ou des fois carrément juste comme des courts-métrages ok. dans le film. Tu sais, qui ont des personnages que tu vois juste pendant 2-3 minutes, puis après ils ne reviennent pas. Mais l'histoire principale, c'est deux truckers, donc deux camionneurs qui sont Gon et Goro, qui arrivent dans une shop de ramen un soir de pluie. Puis là, il y a Tampopo, la fille qui fait les ramen, qui est là, qui leur sert des ramen. Puis ils les goûtent, ils sont comme, ah, ils sont pas si bons tes ramen, ils sont pas parfaits. Puis là, elle est vraiment comme, oh, puis tu sais, elle, c'est une veuve qui élève son fils tout seul, puis elle est comme bien déprimée qu'ils lui disent ça, puis tout ça. Fait que, ils lui disent, ben, on va t'aider à faire les meilleurs ramen. Genre, tu vas être comme, tu vas faire les best ramen de la région, puis tu vas avoir une file à ta porte, puis tout ça. Fait que tout le long du film, il l'entraîne. Au début, il l'entraîne comme à l'armée, là, c'est comme à porter des chaudrons, là, puis tout ça. Puis après, dans le fond, ça va être comme une espèce de quête de trouver, soit les voler des idées de recettes comme à d'autres restos, ou trouver des spécialistes comme, mettons, ils vont, ben c'est ça, ils s'entourent de spécialistes vraiment improbables, comme le spécialiste du bouillon de ramen, qui est un gars qui vit dans la rue avec plein d'autres itinérants, puis comme, lui, il va montrer à Tempopo à faire comme le best bouillon, après, elle va aller dans un resto, comme, puis elle trouve que les nouilles sont vraiment bonnes, fait qu'elle va comme, d'une façon insidieuse, faire avouer la recette au chef qui fait les nouilles. Fait que ça, c'est l'histoire, c'est la trame principale. Puis ça donne tellement faim. Mais sinon, il y a comme deux autres personnages. Il y a un Yakuza, genre de mafieux Ouais. japonais, qui a comme des scènes tellement weird, genre
de sexualité de bouffe là, avec sa blonde. Là. Ça, c'est un peu malaisant. Là. C'est comme une scène avec une crevette, là, en tout cas, vous irez voir. Fait que, tu sais, peut-être, à part ça, puis une autre petite scène, comme c'est un film qui pourrait être écouté, je pense, avec des enfants, mais juste à cause de ça, c'est comme, non, tu peux pas écouter ça avec tes parents, là, c'est trop weird. Puis, je pense, ma scène préférée du film, là, que ça, vous fallait la voir sur YouTube, tu pourras mettre le lien si tu veux, là, c'est, tu tapes genre Old Lady Tampopo, là. C'est une vieille madame, une vieille tannante là, qui rentre dans une espèce d'épicerie fine, puis il n'y a personne d'autre, c'est tard, là, c'est comme presque la fermeture, puis il y a juste un commis à la caisse. Puis là, elle se met à tout tâter, genre comme elle rentre ses doigts dans le fromage, après elle rentre ses doigts dans les pêches, mais tu sais, vraiment fort, puis là, s'ensuit une genre de chasse-poursuite du commis qui essaie de la pogner dans les allées, puis il n'arrive jamais à pogner. Puis à la fin, il réussit à pogner, puis il donne un coup de tapette à mouche, puis ça finit de même. Ça, c'est vraiment... Fait que, tu sais, il y a un côté un peu slapstick aussi à ce film-là. Là. Il y a vraiment des scènes. À un moment donné, Tampopo, puis Gun, puis Goro sont dans un resto en train de manger, puis il y a un vieux monsieur qui arrive avec sa femme plus jeune, tu sais, elle l'installe, puis elle dit « Là, mange pas cette affaire-là, tu sais comment ça a fini l'autre fois. » Puis elle dit « OK, je m'en vais à la banque. » C'est comme une petite joke un petit peu bof, là, de comme la fille jeune là, qui est mariée avec le gars parce qu'il est riche. Puis là, le gars, finalement, il commande l'affaire qu'il n'est pas supposé commander, puis c'est comme de la soupe avec un mochi dedans, puis les mochis, c'est comme de la pâte de riz, puis c'est super élastique, là. Puis j'ai lu récemment qu'il y a comme tellement de morts au jour de l'an avec des mochis parce que c'est comme un mets de jour de l'an, puis il y a plein de personnes âgées qui s'étouffent avec ça. En tout cas, bref, le gars s'étouffe avec, puis là, le monde du resto capote, puis ils sortent l'aspirateur, puis ils rentrent ça dans la bouche, puis ils réussissent à le déboucher. Il y a plein de situations vraiment niaiseuses de même, mais c'est drôle. Là. Puis c'est ça, avec tout ça à travers une trame très de bouffe. Là, tu vois plein de ramen tout le temps, puis plein d'affaires. Ça donne full faim. Ouais. Est-ce que ça t'a influencé, toi, sur ton humour, sur ce que tu écris? Parce que quand je lis, que ce soit le Stitch Show ou la liste des choses qui existent, il y a ce côté-là où on se dit, oh, je pourrais montrer le Stitch Show à des enfants, puis là, après ça, il y a une scène de baise un moment donné qui arrive, mais il y a quand même ce côté-là, je trouve, dans ton humour, dans ton écriture, que ça part en couille, c'est juste une avalanche de problèmes qui se suivent, ça part d'une petite affaire, puis ça déboule, ça déboule, ça déboule. Y a-tu une influence de Tampopo? Comment tu vois ton humour? Ben, c'est sûr que oui, là, j'adore les trucs humoristiques en général, là, que ce soit les BD, même, tu sais, il n'y en a pas beaucoup des romans drôles, mais il y en a, puis j'adore ça, puis je trouve tout le temps que l'humour en art, c'est comme underrated, là, comme... Tu sais, c'est rare que tu vas voir dans les prix de bande dessinée ou dans même les Oscars ou les prix de cinéma ou encore moins les prix littéraires de littérature écrite. Il n'y a jamais d'affaires drôles qui gagnent. Ouais. Sinon, faut que ça peut être drôle, mais il faut qu'il y ait aussi comme un sujet touchant derrière ou comme quelque chose de plus... Puis je trouve ça tellement dommage parce que Colin, c'est tellement important l'humour. Là. Moi, c'est ça une des affaires qui me garde en vie, je pense. Mais oui, c'est sûr que ça m'influence. Puis même que Tampopo, il y a un petit côté quasiment d'essai animé des fois, comme vraiment, c'est drôle parce que c'est pas souvent dans le film, mais des fois, il y a des effets sonores tellement niaiseux, là, comme ils mangent des nouilles, puis ils aspirent comme. Puis là, ça fait comme vraiment un son pas naturel du tout, là, où à un moment donné, il y en a un qui pitche de quoi dans la face de l'autre, puis ça fait comme, tu sais, vraiment des sons, genre des boing, des affaires niaiseuses de même, de dessins animés. Fait que moi, j'aime ça, là, quand c'est le même. Oui, puis que, tu me dis, ça part, puis ils font quasiment un entraînement militaire pour faire des ramen. Des ramen, oui. C'est super drôle, la transposition, puis ça a l'air un peu d'une parodie d'un film américain rendu là. Mais ça me surprend pas en même temps parce que les Japonais ont l'air très rigoureux puis sérieux dans la cuisine. Mais tu sais, là, clairement, c'est un peu une joke là-dessus. Là. Puis ce que j'ai vraiment aimé aussi dans Tampopo, c'est qu'il y a vraiment une vibe de western. Là. Comme le personnage de Goro, il a l'air d'un Clint Eastwood japonais. Tu sais, il a un chapeau de cowboy, il a un petit foulard, il est super cute. Puis la première scène du film, quand il rentre dans la shop de ramen pour commander des ramen, tu sais, il y a une espèce de confrontation entre lui et un habitué de la shop qui est là, puis qui est sous, puis ils sortent dehors, se battent, là, puis là,
plus tard dans le film, ils se rebattent encore, puis c'est comme vraiment des plans là, à la Western Spaghetti. Là, tu vois juste des ombres chinoises d'eux, puis c'est comme une grosse bataille à coups de poing. Là. Fait que c'est vraiment, je sais que c'est assumé, c'est vraiment, ça se veut comme une espèce d'hommage, je pense. Ouais. Mais quand tu m'avais. Parce que le film se trouve au complet sur YouTube. Puis j'ai regardé quelques extraits en amont de la discussion qu'on allait avoir. Puis tu dis l'effet cartoon, mais c'est vrai. Puis j'avais l'impression de voir une version, entre guillemets, en vrai d'un film de Miyazaki ou d'un manga. C'est vrai que D'un animé plutôt. C'est ça, j'avais l'impression que ce film-là aurait pu être fait en animation japonaise, puis avec les mêmes valeurs de plan, tout, puis ça aurait très bien passé encore là. C'est vrai, ouais. Mais comme je t'ai dit, j'ai presque pas vu Miyazaki, j'en ai juste vu 2. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai comme pas d'excuse. Si t'aimes les ramen, si t'aimes la bouffe japonaise, clair, Miyazaki, tu vas triper parce que c'est juste ça, là. Si t'as vu Spirited Away, ça commence, puis il y a un buffet sur une table, les parents de la petite fille vont... Oui, non, je l'ai même pas vu. C'est ça, les parents de Chihiro se lancent dans le buffet, mais tout a l'air tellement bon. Il faut que je le vois. Tu sais que c'est un dessin, mais c'est un dessin qui donne faim complètement. Ah oui, ça j'y crois, là, c'est sûr. Il faut que je le vois. Ouais, on va pouvoir passer à ton troisième film qui est Midnight Cowboy. C'est un film de 1969. Là, on a parlé d'amitié, de cute, de ramen. Là, on s'éloigne de ces thèmes-là. On retourne à New York. Skate Kitchen, c'était à New York, mais là, on est dans le New York de 1969. Un New York sale, un New York qui pue, où est-ce qu'il a l'air de faire froid constamment. C'est réalisé par John Schlesinger. Ça met en vedette John Voight et Dustin Hoffman. Ça raconte quoi, Midnight Cowboy? Ben, je suis pas d'accord avec toi, c'est encore une histoire d'amitié. Je veux dire, c'est ça le thème central du film, à mon avis. Mais peut-être d'amitié plus rough que... Oui, plus rough, mais qui... Ben, ouais, plus rough. Puis je trouve que c'est aussi un coming-of-age movie. Oui. Ouais. Oui, pour Joe Buck, le cowboy. Oui, c'est ça. Puis si je peux souligner aussi que Dustin Hoffman, là, je sais que tu l'as vu, Midnight Cowboy, là, mais en tout cas, ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le voir, pouvez-vous réaliser qu'il y a 2 ans avant ça, il faisait The Graduate. Là, comme, c'est tellement pas le même personnage, c'est fou. Premièrement, on dirait qu'il a comme 20 ans de plus, puis c'est juste l'inverse, on dirait, du personnage dans The Graduate. Fait que ça raconte, justement, on parlait de Joe Buck, c'est Joe Buck qui part du Texas avec un look d'enfer. Il y a comme un gros chapeau de cowboy, il y a des bottes de cowboy, une valise avec en peau de vache avec un motif de vache. Là. Puis donc là, il part pour la grande ville, puis lui, il s'imagine qu'il va être un gigolo. Il a comme... il a lâché sa job de plongeur, il a demandé son 4%, puis il est comme, OK, je m'envoie être gigolo à New York. Puis déjà en partant, tu le vois qu'il ne fit pas, ce gars-là. Il y a comme, tu sais, une petite baby face. Puis même dans le bus pour New York, tu sais, on s'entend qu'il est avec ses semblables du Texas, là, au début. Il rentre dans le bus, puis il y a comme 2 jeunes filles qui gigglent un peu en le regardant, puis il est comme « Oh yeah, je pogne », mais tu sais, il pogne pas, là, les filles rient de lui, là. Puis là, il fait tout le voyage en bus avec sa petite radio, puis il écoute, une radio, pas d'écouteur, il écoute sa petite musique, puis sa radio, puis il y a comme quelque chose, tu sens que ce gars-là, c'est un adulte, mais il n'est pas tout à fait un adulte encore. Là. Il y a comme une innocence qu'il va perdre bien assez vite. Donc là, il arrive à New York, puis en se disant « je vais être gigolo », puis tu sais, il ne sait pas comment s'y prendre, puis ça se passe pas bien. Là, il s'essaye avec une madame, puis il finit par lui donner de l'argent au lieu qu'elle le paye. En tout cas, ça va vraiment pas bien. Puis il y a comme des flashbacks tout le long du film, un peu confus aussi, qu'on comprend premièrement, il y a une relation super bizarre. Il a été élevé par sa grand-mère, puis une relation super bizarre avec elle, comme elle a l'air un petit peu weirdement libidineuse avec lui. Là. Fait que, il y a comme une bizarre de relation avec les femmes. Puis on comprend aussi, je pense, que sa blonde a été violée par un groupe de gars, puis qui a comme été faussement accusé. Fait qu'en tout cas, il y a comme un passé vraiment sombre là, derrière dans l'histoire de Joe Buck. Puis bref, il va rencontrer Ratso, qui est joué par Dustin Hoffman, qui lui va lui dire hey, je vais t'aider, fais-moi confiance, blablabla. Puis en tout cas, au début, il ne l'aide pas vraiment, mais finalement, ils vont devenir super amis. Mais tu sais, ça va aussi amener Joe Buck dans la déchéance. Là, parce que Ratso est un gars qui habite dans
un taudis qui est sur le bord de se faire démolir. Il est malade, ça va pas bien. Puis Joe Buck perd un peu son innocence aussi en rencontrant Ratso, ou en tout cas en commençant à le côtoyer plus, parce que c'est là qu'il commence à un petit peu voler, un petit peu faire plus des trucs illégaux. Mm-hmm. Ouais. Puis en tout cas, puis après, ça vire mal. Là. La fin est tellement triste. Là. Moi, je l'ai réécouté en prévision du podcast, puis j'avais trouvé ça triste la première fois que j'ai vu, mais là, je sais pas si c'est le confinement ou pas, ou je suis plus sensible, mais j'ai trouvé ça tellement rough. Là. C'est un des premiers films, son Ferreur, là, qui aborde. Parce que Ratso, on apprend qu'il est homosexuel, mais c'est un film de 69. Ah! Je suis pas sûre, moi. Ouais, à un moment donné, ça le dit qu'il est homosexuel. Ah, ouais? Puis, ouais, mais je pense que j'ai lu là-dessus, puis que tout le monde était comme non, non, non. Ah, ok, ben en tout cas, on n'est peut-être pas allé sur le. Ouais, mais non, mais moi, je suis sur Wikipédia. En tout cas, je sais que le réalisateur est homosexuel, puis c'était quand même. Ouais, mais c'est qu'il y a quand même ces thématiques-là qui sont abordées dans le film, mais qui sont pas maladroites, qui sont peut-être de leur époque, mais il y a une scène où Joe Buck va dans un cinéma, puis il se passe quelque chose avec un autre garçon, mais c'est pas diabolisé comme séquence, c'est pas quelque chose. Tu dis pour un film de 1969 où les mœurs étaient encore plus conservatrices qu'aujourd'hui, ça aurait pu être traité d'une toute autre façon, mais non, il y a quelque chose de doux. C'est pas montré de façon répulsive comme beaucoup d'autres films ont représenté les diversités d'orientation sexuelle. C'est très avant-gardiste comme film aussi. Mais tu sais aussi que d'ailleurs, il y a eu plein de les ratings là, de comme général 13 ans et plus, tout ça, ce film-là, ils n'ont comme pas arrêté de varier là, à cause de cette scène-là, entre autres. Puis qu'il y a du monde dans la première qui ont quitté la salle à cause de cette scène. Wow! Ben, fait que les mentalités étaient encore... Mais... Ouais, c'est ça. Puis j'ai lu aussi que le réalisateur, quand il a fini de faire le film, il s'est dit « Qu'est-ce que j'ai fait? Genre, c'est quoi ce film-là? » Puis il avait super peur, puis tout ça. Puis fait que je pense que ça a comme été reçu de façon un peu... partagé à l'époque où c'est sorti. Puis après, maintenant, ça fait partie de la fameuse liste là, de Bill... des mille et un films à voir et revoir. Ouais. Puis pourquoi mais je sais pas, moi, j'avais lu que... En tout cas, mais... Parce que moi j'étais d'accord avec ce que j'avais lu qui disait plutôt que Ratso, il était plus comme asexuel. OK. Ça se peut aussi. Ça se peut. Mais il est peut-être que oui, ça pourrait être un homosexuel, mais définitivement, parce que là, les gens, ils se demandaient est-ce que Ratso et Joe Buck sont un couple? Ouais. Ben, un couple amoureux. Mais moi je trouve que non. Là, c'est vraiment un couple d'amis. C'est comme une amitié très forte, mais il n'y a pas... Non. Pour moi, c'est des amis. Je sais pas ce que tu en penses. Je crois aussi que c'est des amis, mais je crois que c'est deux personnes très seules qui se sont retrouvées au bon moment aussi. Ouais, c'est des amis par défaut, on s'entend. Là. Ouais, c'est comme ça. C'est pas des amis, ils sont pas comme yes, je m'entends tellement bien avec toi puis t'es cool. C'est plus comme hey, on est dans la dèche tous les deux. C'est ça, ils se soutiennent. Mais pourquoi cette amitié-là te rejoint autant? Ben, je suis tout le temps intéressée de voir des amitiés entre hommes représentées au cinéma, surtout pour un film de 1969. Parce que ça existe, l'amitié entre hommes, puis c'est pas... Tu sais, c'est ça. Fait que je trouve ça le fun que ça soit représenté comme ça. Ben, c'est une amitié super touchante aussi, parce que Joe Buck, comme je le disais plutôt, qui est un personnage tellement ingénu, puis qui connaît rien de la vie, puis qui se retrouve finalement à beaucoup s'occuper de Ratso, presque comme un père ou un frère, peut-être comme un frère. D'ailleurs, il y a une citation, une ligne du film. À un moment donné, Joe Buck il fait quelque chose d'assez horrible pour avoir de l'argent pour pouvoir soigner Ratso. Puis il dit « I have a family », comme j'ai une famille, puis c'est comme, on sait qu'il parle de Ratso. Il dit « Il faut que je fasse ça parce que maintenant j'ai une famille, je dois m'occuper de ma famille. » Ouais. Puis leur but, c'est d'aller en Floride parce que Ratso pense qu'il va être en... Si Ratso est au soleil, il va peut-être se sentir mieux, il va peut-être mais Ratso aussi, il y a tous ces fantasmes-là de la Floride. Là. Il y a des espèces de scènes un peu fantasmées, là, où est-ce qu'il se voit en chemise hawaïenne, puis qu'il se voit lui-même, Ratso, comme un peu un gigolo, en tout cas, qui est comme entouré de vieilles madames là, qui lui donnent de l'argent, puis... Il rêve vraiment de la Floride comme un Eldorado, là, qui
qui serait tellement différent de ce qu'il vit dans son appart miteux. Là. Ouais. Puis pour les gens qui l'ont pas vu, juste pour comprendre l'ampleur du talent d'acteur de Dustin Hoffman, moi, il y a une scène qui me revient, puis je pense une scène improvisée, mais c'est juste, tu sais, il fait un espèce de gars flamboyant qui parle très fort, il parle pas, en fait, il crie, là, il est toujours Ouais. en espèce de représentation rageuse. Puis il y a juste un moment donné une voiture qui le klaxonne, puis il se met à frapper sur la voiture en disant Ouais. I'm walking here, puis il fait juste continuer son chemin, puis t'es comme, ce gars-là peut exploser à tout moment, mais j'avais lu que ça c'était improvisé. Et c'est juste Oui, mis que à c'était frapper sur une vraiment. voiture. Ouais. Oui. Mais que c'était vraiment un taxi qui avait failli rentrer dedans. Moi aussi, j'ai lu ça. Ouais, c'est ça, je suis comme ok, mais à Mais quel c'est point dangereux, là, il aurait pu vraiment se faire Ben frapper. Là. oui, Puis là, en plus, le taxi driver, il est juste comme. Ah, 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 tu sais, il l'engueule aussi. Fait ah que ce ouais, gars-là, il ça a comme une fit, ligne là. dans un film, mais il n'a pas été crédité. Mais C'est un ça. conducteur de taxi qui est juste comme. Ok, C'est je ça, suis dans mais un à quel film. point tu incarnes bien ton Ouais, personnage pour, c'est vrai, hein. ouais, pour être capable de juste improviser ces lignes-là. Ben oui, C'est un puis encore comédien une fois, formidable. un gars qui a joué dans The Graduate 2 ans plus tôt, tu sais, c'est Oui, tellement pas le même personnage. C'est comme, en tout cas, ouais, bravo, là, oui, vraiment. oui. Puis, ben, on parle beaucoup d'amitié depuis le début, puis bon, je fais encore des allers-retours avec ce que tu as écrit, mais dans le Chat, c'est une relation d'amitié entre deux hommes, encore une Ouais. fois, mais ce livre-là, tu l'as écrit avec Sviane, vous avez écrit la liste des choses qui existent. Non, ça, Je- c'est avec Caton, par exemple. Avec Caton, oui, tu as Ouais. raison, excuse-moi, C'est pas mais grave. ben, je pense que ça tape encore plus sur le clou de mon point sur l'amitié, mais c'est comment de créer avec des amis, d'écrire avec d'autres créateurs, mais là où vous êtes toutes les deux, dans le cas des deux BD, vous êtes deux à dessiner, deux à écrire. On voit souvent la relation auteur-dessinateur, mais là, deux dessinatrices, Mm. ça se passe comment? Je sors un petit peu du cadre cinéma, là, mais... C'est correct, mais non, c'était super le fun. Il y a tellement une émulation intéressante qui se fait quand tu travailles avec des amis comme ça, tu sais. Et Viviane et Caton, dans le cas de ces deux séries-là, c'était comme mon premier public, là, tu sais, Ouais. c'était elle qui me lisait en premier, puis c'était elle qui riait mes jokes en premier, puis comme, tu sais, c'est à elle que je pensais quand je faisais mes pages, là, tu sais, Mhm. en premier, c'est à elle que je voulais plaire. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans, puis ouais, mais c'est vraiment super important pour moi, les amis, là, dans ma vie, Ouais. c'est comme, ouais. Puis c'est vraiment, là, maintenant, je me suis plus tournée vers des projets où je les fais tout seul, là, Mhm. mais wow, quelle belle expérience. Ben oui. Puis, je conclue la première partie avec ça, mais la liste des choses qui existent est devenue une web série. Ouais. C'est comment voir ce que tu as créé s'animer avec des voix. Tu sais, c'est des comédiennes qui vous ont interprété les deux. Ouais. C'est quoi ce rapport-là? Parce que c'est rare, ben, il y a un lien avec le cinéma, mais c'est rare qu'on crée quelque chose qui n'est pas pensé pour devenir un format visuel qui Mhm. bouge, puis là, ça le devient. Comment tu t'es senti quand tu as vu ça? Ben, c'était vraiment cool, là, c'est Ouais. malade. Là. Puis en plus, tu sais, Caton et moi, on a vraiment beaucoup participé aussi à la création de la web-série. Là. Mhm. On était co-réalisatrice avec Francis Papillon, qui est l'animateur aussi de la série, un des animateurs. Puis, tu sais, on a participé à. Ben, on n'a pas fait les voix, mais on était présentes lors de l'enregistrement des voix, puis on dirigeait un peu les comédiennes. Mais, tu sais, la liste des choses qui existent, c'était vraiment un format qui se prêtait bien à faire des capsules après. C'était comme déjà des courtes, c'était 6 pages par objet. Puis c'est Mhm. d'ailleurs pour ça que la Pastèque nous a proposé d'en faire une web-série. On disait, hey, c'est déjà un peu découpé pour en faire Ouais. des capsules. Fait que c'était pas. Oui, il a fallu qu'on adapte des choses, mais pas tant à cause du format, mais plutôt à cause du public, là, parce que la web-série était produite en collaboration avec Télé-Québec. Ça allait être Ouais. diffusé sur le squad de Télé-Québec, donc ça visait un public de 9-12 ans. Qui n'était pas tout à fait le public du livre. Ben, nous, le livre, en fait, on n'avait juste pas pensé nécessairement à qui ça s'adressait, c'est qui veut bien le lire. Ouais. Puis on a des enfants qui nous disaient, mais il y avait des jokes qui passaient peut-être moins. Les diffuseurs, des fois, ils sont plus frileux sur certaines affaires. Fait qu'il a fallu qu'on adapte à ce niveau-là. Mais sinon, je pense que c'était déjà un peu dans la poche là, pour ce qui était du découpage. Ouais. D'ailleurs, Oui. oui, on va Oui, dire. non, non, vas-y. Non, 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 Je c'est vais bon. juste rajouter une affaire à propos de Midnight Cowboy. Je ne sais pas si tu te rappelles la toune du début. Ben, je pense qu'elle revient plusieurs fois dans le film, là, mais
Everybody's Talking de Harry Nilsson. Oui. Là, super bonne tune. Oui. Puis j'ai lu que c'était un placeholder, je sais pas comment on dit en français, mais comme un truc que tu mets en attendant. Souvent dans les prods, ils font ça, ils mettent une tune. Puis ça aurait pu être Lady Delay de Bob Dylan, mais elle n'avait pas été enregistrée à temps. Puis aussi, ils ont juste fait comme ailleurs, cette tune-là, ils l'aimaient trop, ils l'ont gardée. Hein, puis il est arrivé la même chose avec la liste. Ben, pas la même chose parce que nous, on ne l'a pas gardé, mais on avait mis un placeholder d'une tune qu'on avait prise sur une banque de musique pas gratuite, mais vraiment pas chère. Puis on était comme, hey, on l'aime la tune. Mais des fois, tu ne sais pas, est-ce que c'est parce que tu l'aimes ou tu es juste vraiment habitué de l'entendre? Ouais. Mais bon, après, on a eu quelqu'un, Pierre-Yves. Mon Dieu, Pierre-Yves Rateau, je me rappelle plus de son nom, Pierre-Yves, qui a fait la musique puis le son pour la liste, puis qui nous a fait une super tune, qui était vraiment dans l'esprit du placeholder qu'on avait. Puis là, maintenant, on adore la tune qu'il a faite, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant à propos de la chanson de Night Cowboy. Dernière petite chose aussi sur Night Cowboy, si vous voulez voir un peu. Bon, tu sais, j'ai dit que c'est en ouverture que c'est un film sur un New York sale, puis bon, le New York dans lequel ils sont, il est sale, mais c'est un des rares accès qu'on a au New York que pouvait être celui d'Andy Warhol. Ils vont dans des parties où il y a des c'est vrai qu'il y a une présentes. Ouais, c'est ça. Puis c'était. Ouais. Tu sais, c'est pas Andy Warhol, mais les œuvres qui sont sur les murs, c'est du pop art. Les gens qui sont présents, même c'était des proches d'Andy Warhol. Si des amis d'Andy Warhol étaient présents, je me dis peut-être qu'ils ont même demandé à Andy Warhol, puis il a peut-être juste fait non, ça m'intéresse pas. Mais tu sais, bon, toute sa gang est là, c'est bizarre que lui soit pas là, mais. Ouais, puis cette scène-là, d'ailleurs, est comme un peu. Tu te sens mal un peu pour eux parce qu'ils se font comme un peu repérer dans un café, là, Joe Buck puis Ratso, puis tu sens que c'est comme ils servent un peu. Tu sais, pas que les gens, des artistes, des amis d'Andy Warhol se moquent d'eux, mais sont un peu comme des objets de curiosité. Ils se font inviter au party, puis ils ne fitent pas, encore une fois. Joe Buck, il ne fit pas, là. C'est ça, c'est un gars habillé en cow-boy avec un dos à moitié itinérant. À moitié itinérant, mais qui s'habille dans des sauts de blanc, mais qui sont tous salis, puis que tu le vois qu'il file pas, le gars, là. Tu le vois. Non, ça va pas bien rendu dans le film, il est bien malade. Ben, écoute, on va faire une petite pause là-dessus. Et au retour, on va essayer d'en finir le plus rapidement possible avec I'm Thinking of Ending Things pour laisser entrer les rayons de soleil de Hair. J'adore enregistrer On jase de film. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de film, Instagram @On jase de film. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de film. De retour en jase de film avec mon invité Iris Boudreau, avec qui, en première partie, on a jasé de Skid Kitchen, Tampopo et Midnight Cowboy. On va maintenant aller vers un film que tu n'as pas aimé. Je ne sais pas si c'est un film que tu as détesté ou une déception, mais c'est I'm Thinking of Ending Things, un film de 2020, donc tout récent, un film de Netflix, réalisé par Charlie Kaufman, qui met en vedette Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette et David Thewlis. Qu'est-ce que ça raconte ou qu'est-ce que ça annonçait, I'm Thinking of Ending Things? Ben, premièrement, j'ai pas détesté ça, mais j'ai été vraiment déçue parce que je suis vraiment fan de Charlie Kaufman. Ouais. J'ai beaucoup aimé plus ses premiers films. Je t'avoue, dernièrement, ceux avant I'm Thinking of Ending Things aussi m'ont un peu déçu. Je trouve qu'il s'est rendu qu'il fait des films qui s'éternisent. C'est comme pourquoi des scènes super longues pour rien. Mais tu sais, justement, pendant la pause, on parlait d'inverser les rôles. Là. Pourquoi ça serait pas toi qui me raconterais l'histoire d'I'm Thinking of Ending Things? J'aimerais ça que toi, tu me dises qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire-là, puis après, on en parlera. À la base de ce que j'en ai compris, parce que c'est assez touffu comme film quand même, la prémisse, c'est un chum et sa blonde qui vont
est-ce que c'est le temps des fêtes? Est-ce que c'est Thanksgiving? Je pense que c'est Thanksgiving qui vont en visite dans la belle famille de ce garçon. Ben, en fait, dans la famille de ce garçon-là, dans le couple. Elle, c'est la première fois qu'elle va les rencontrer. Il arrive là, puis la famille agit de façon très étrange. La famille vieillit et rajeunit. On comprend pas trop pourquoi. Mhm. Il y a des sautes d'humeur de la part du père, de la part de la mère. Puis il y a un rapport avec un concierge dans une école qui s'imaginait être dans une comédie musicale, Oklahoma. Mm. C'est très étrange Ouais, comme film. c'est vraiment C'est weird très comme film. étrange. Mais ça, on n'est pas surpris parce que Charlie Kaufman, en général, a tendance à faire des films très Oui, étranges. oui, Là, ne oui. serait-ce que c'est un de ses plus populaires, là, Being John Malkovich, c'est super weird. Mais moi, Ben c'est mon oui. préféré, je pense, de lui. Qui est très le fun, qui est très drôle aussi, mais dès Ouais, qu'on qui est rentre dans drôle la... aussi, c'est vrai. Quand John Malkovich rentre dans la tête de John Malkovich, Oui, c'est c'est... juste Ouais. Malkovich, 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 Ouais. Malkovich. C'est super bon. Ce qui est brillant, ce que j'adore. Mais oui, on lui doit les scénarios de Eternal Sunshine de The Spotless Mind, qui est un film Aussi. extraordinaire. Being John Malkovich, Adaptation, tout de suite Ouais, après, Human qui est Nature. Human Ouais. Nature, Anomalisa. Ben, c'est peut-être. Est-ce que c'est à Synecdoche, New York, puis Anomalisa qui t'a perdu ou. Synecdoche New York, j'ai trouvé la fin tellement, tellement longue, Hmm. puis plate. Mais le début du film, c'était correct, mais puis c'est quelque chose que je reprocherais aussi à I'm Thinking of Ending Things. Il y a des longueurs, mon Dieu. Ouais, Mais premièrement, je pense qu'il faudrait mentionner que c'est basé sur un livre là, d'un auteur c'est vrai. canadien, de Ian Reid. Puis je serais vraiment curieuse de lire le livre. J'aimerais ça voir. Ben, j'ai parlé un petit peu de ça avec une personne sur Instagram qui m'a dit avoir lu le livre. Puis euh, là, ouais, c'est assez récent le film. On ne veut pas vendre de punch. Hein, parce que je pense que dans le livre, l'importance du concierge, ou en tout cas le rôle du concierge est peut-être un peu plus clair. Mhm. OK. Là, ça va être difficile d'en parler sans vraiment vendre des punchs. Ouais, ouais, ouais. Ben, Mais je conseillerais aux gens d'aller le regarder ou si. Ben, continuez d'écouter l'épisode si le film vous intéresse peu ou pas, ou si ça vous dérange pas de vous faire spoiler. Sinon, allez le regarder et revenez. Parce qu'il ou je mérite quand pense même d'être qu'on vu. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'on peut s'en sortir aussi sans spoiler rien. Là. Ouais, ouais, Il ouais. y a beaucoup d'affaires que j'ai pas aimées que je peux parler qui spoileront rien. Allons-y, Mais allons-y. déjà aussi en partant, je peux te dire ce que j'ai vraiment adoré. Puis c'est un super beau film. Mhm. Là. Ah ouais, c'est Visuellement, c'est magnifique. impeccable. Les couleurs, les costumes, les décors, toute l'ambiance d'hiver, la neige, tout ça, c'est super beau. Là. Ouais. Franchement, ça, tu sais, je l'ai réécouté récemment pour le podcast. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça malade. Là. C'est super cool. Mais aïe, aïe, je sais pas. J'ai été lire après sur le film pour tu sais, un peu mieux comprendre Ouais. parce que c'est tellement confus, c'est tellement weird comme histoire. Puis quand tu t'as lu sur le film, puis après tu le regardes encore, tu fais comme ah, ok, mais comme Mais c'est ça mène trop à quoi? confus. Ouais, Ouais. c'est ça. À un moment donné, là, comme non. Là. Puis, tu sais, dès les 10 premières minutes du film, là, le gars et la fille sont dans l'auto, puis ils s'en vont vers la famille du gars. Puis, super longue discussion de name dropping, d'affaires intellectuelles. Là, Mhm. puis ça, là, moi, ça m'a emmerdé. Là, puis comme, oui, ça arrive dans la vie, je veux dire, on en a des discussions de même avec nos amis ou avec notre chum, notre blonde, mais c'est pas approprié pour le cinéma, je trouve. C'est comme, Ouais. c'est trop long. Peut-être que dans le livre aussi, ça passait mieux, tu sais, mais là, c'est juste vraiment long. Puis plate, puis c'est trop comme c'est trop du name dropping. Là. C'est comme. Ouais. Il y a une première scène comme ça au début, puis au milieu ou vers la fin du film, il y en a une deuxième Oui, oui, qui, ben, c'est qui est ça. aussi longue et plate. Puis, tu sais, à un moment Plus donné, il se même, met comme. ouais. Hein? J'ai l'impression qu'elle est même plus longue. Oui, puis La il se met à réciter deuxième, des poèmes. Là, puis je suis comme un poème. Puis là, oui. ah. Puis aussi, tout le temps, ils sont pas attachés. Là. Ils n'ont pas leur ceinture de sécurité. Ça m'a tellement gossé. Mais comme, on comprend pourquoi, comme, quand tu comprends l'histoire, c'est comme logique, ça se peut que ce soit pas attaché. Mais moi, ça me. En tout cas, ça m'a vraiment irrité. Sinon, moi, j'ai vraiment aimé beaucoup la scène où elle arrive chez les parents, où elle rencontre les parents pour la Ouais. première fois. Tu te sens comme un peu un film de David Lynch ou Cronenberg, je sais Ouais. pas, c'est super Puis, bizarre. je trouve que ça représente bien la première fois que Oui, le tu as une malaise. rencontre avec des beaux-parents, puis que Mhm. tu sais pas dans quelle direction ça va aller. Tu sais Ouais. pas si ils vont t'aimer, si tu vas les aimer, si tu vas sortir de là en trouvant ton chum, ta blonde
plus weird ou Ouais. en tout cas, Oui, ça amène son lot de questions, là, rencontrer des beaux-parents, là, puis c'est toujours comme de quoi ça oui. va Ouais. faire? Mais toute cette scène-là est le fun. La scène du souper qui est vraiment étrange Ouais. aussi. Puis où est-ce qu'elle montre, tu sais, elle est peintre, entre autres, là. Puis elle montre ses peintures sur son téléphone au père. Puis elle regarde vers le sol, puis le gars, il est comme en gougoune, puis il a comme un gros ongle infecté de champignons. Puis là, c'est comme la maudite pub qui passe ces Oui, oui, temps-ci là, sur de la l'ongle, mycose des la pieds. mycose des pieds. Puis, tu sais, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, mais c'est tellement court par Ouais. rapport au reste du film qu'il y a des longueurs, là, puis... tu sais, c'est trop... Des fois, les scènes sont trop inexplicables pour que tu puisses vraiment apprécier le film, j'ai trouvé, Ouais. là. Après, tu sais, j'étais comme gênée de ne pas avoir catché ou de pas... Mais, tu sais, je suis sur Letterboxd, là, puis c'est comme un genre de réseau social Mhm. où est-ce que tu peux comptabiliser les films que tu as écoutés puis faire des petites critiques, tout ça. Puis je pense que je suis pas la seule qui n'a pas aimé ça dans mon entourage. Je pense que tout le monde a trouvé ça un peu long puis plate, là. Ouais. Puis, je sais pas, il y a comme une scène de ballet, un peu comme si c'était comédie musicale à un moment donné, que Ouais, ça m'a pas ouais. trop intéressé, je Non, c'est sais ça. pas. Mais en C'est- général, personnellement, les comédies musicales, c'est pas le genre qui me rejoint Oh, le j'ai hâte qu'on plus. parle du prochain On va film! pouvoir, c'est ça, on va pouvoir l'aborder. Mais ouais, c'est ça. Puis ça avait l'air comme d'être des références ultra nichées. Ben, Ouais. en fait, c'est pas des références ultra nichées parce que ça parle de la comédie musicale Oklahoma qui est quand même célèbre, mais c'est pas juste on va te mettre une tune de Oklahoma que tu connais. C'est faut vraiment que tu connaisses l'histoire que Oklahoma aurait été écrite, là, je dis n'importe quoi, mais en 1956, puis c'est que dans telle affaire, ça représente tel truc. Tu sais, c'est quasiment comme s'il fallait que tu comprennes la symbolique d'une autre œuvre pour comprendre la Hmm. symbolique de cette œuvre-là. Parce que tu vois, moi, je connais même pas Oklahoma, puis j'ai pas du tout vu, Ben, je comprenais même pas la référence, c'est ça, puis moi non plus. ouais, Mais ok. je savais que ça parlait d'Oklahoma, mais je connais pas l'histoire de Mhm. la pièce, je connais pas. Je sais pas de quoi ça parle. Je connais même. Je pense que je connais une tune qui est la tune principale d'Oklahoma, mais le reste, ça te langue. Puis là, c'est ça. C'est une œuvre qui dit ouais, mais là, si tu l'as pas vu, Ouais, c'est. c'est Tu ça. comprendras pas. Ouais. Puis il me Puis semble que aussi, dans manipulation de clés. dans les longues discussions aussi, il y a un peu ce que tu viens de dire, comme il parle de d'autres films ou de livres ou de poèmes qu'il faut vraiment que tu connaisses pour apprécier Ouais. leur longue discussion, là. Tu sais, ils vont pas juste en parler 2 secondes, là. Ils font comme une critique de whatever. Tu sais, puis c'est. Je sais pas. Je sais pas à qui ça t'adresse, ce film-là, en fait, là, comme... Ouais. Ça, ben, Je sais pas trop. effectivement, je pense que c'est Charlie Kaufman qui a eu bien du plaisir à. Ben, en se basant sur un livre, forcément, mais à faire ah, j'ai aimé ça, moi, Oklahoma. Ouais, je vais en parler. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'en parlais avec mon chum, puis on parlait justement du fait qu'on. Ben, lui, il n'a pas vu ses plus vieux films, il en a vu quelques-uns aussi, puis lui aussi trouvait je sais pas là, qu'il y avait un peu. Que ses films plus récents, je sais pas, il s'est lâché lousse un peu, là. Mhm. Comme, est-ce que c'est parce qu'il est plus vieux puis plus installé dans sa profession puis il peut se permettre ça ou juste il est rendu moins bon? Je sais pas. Comme moi, Ouais. je trouve que ça sonne plus comme quelqu'un qui se lâche lousse puis qui fait ce qu'il a envie de faire puis ce qu'il a toujours peut-être plus envie de faire puis que là, Oui, oui, les oui. gens ils lui disent moi, il fait pas ça, tu sais. Ce qui est vraiment correct puis je trouve super cool là, que l'artiste soit plus libre, mais c'est comme moins accessible comme film, je trouve, là. Parce Ouais, qu'on ouais. retrouve encore pas mal les mêmes thèmes que ces autres films, là, tu sais. Il fait souvent des films qui parlent comme de voyage dans la psyché, là, Mhm. ou de personnalités multiples, ou d'être plusieurs dans une personne, Ouais. ou en tout cas sans vouloir vendre de punch sur le film dont on parle, mais il y a un peu ça. Puis de plus en plus, il parle de vieillissement et de mort. Là. Je ne sais pas si ça va, j'espère qu'il est correct, mais euh, J'espère que ça va bien. Puis tu sais, sa blonde, c'est Greta Gerwig, qui est très jeune. Fait que je sais pas s'il y a comme ce rapport-là de ça se peut, hein. ma blonde est jeune, puis moi, je suis rendu vieux. Mhm. En faisant des recherches un peu sur Charlie Kaufman, tantôt, je me suis rendu compte que le film qu'il est en train d'écrire, justement, avec Greta Gerwig, c'est le film sur Barbie. Fait que, Ah ouais, aïe, ouais, aïe, je suis ils curieuse de font. voir Ouais, ça. ben oui, est-ce que Barbie va rentrer dans la tête de Barbie puis que tout le monde va dire Barbie tout le long? Je sais pas. Mais ils font ça en ce moment. Je suis comme, OK, c'est. Ah, je suis euh, curieuse de voir ça. J'ai bien ben hâte. oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que je vais quand même aller le voir. Même Clairement. si un film peut être plus décevant, Charlie Kaufman, je vais toujours être au rendez-vous. Moi aussi, ouais, même chose. C'est ça. Mais as-tu
on a parlé t'as mentionné David Lynch. Est-ce que t'aimes ce genre d'étrangeté-là? Est-ce que David Lynch, tu peux regarder ses films et les apprécier ou c'est plus des univers qui te rebutent ou... Non, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Mhm. Mais David Lynch, j'espère que je ne vais pas me faire lyncher, mais je le trouve un peu surestimé des fois. Là. Je trouve qu'il fait un peu du weird pour faire weird, là, à mon avis. Ouais. Mais j'aime ça pareil. Là. Mais je pense que j'aime plus Cronenberg dans ce genre-là. Ah, ouais. Ouais. Je peux comprendre. Mais oui, non, j'aime ça les affaires un peu weird. Puis ça me dérange pas des fois que ça soit inexplicable aussi, que ça soit juste weird comme. Ouais. Ben, pas weird pour être weird, parce que David Lynch, je trouve que des fois, il fait vraiment trop ça. Là. Mais dans le cas de I'm Thinking of Ending Things, c'est juste que c'était comme rabouté. Je sais pas, il n'y avait pas de trame narrative. Puis franchement, je vais arrêter d'y revenir, là, mais les super longues discussions dans le char, ça m'a tué. En fait, c'est ça, je pense. Oui. Non, mais c'est ça. Quand ils ont la deuxième discussion, je me dis, OK, j'espère qu'ils arrivent bientôt. Où est-ce qu'ils s'en vont? Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. J'espère qu'ils arrivent bientôt. Mais aussi, une autre affaire que j'ai aimée, par exemple, il faut souligner, les acteurs sont super bons. Oui. Vraiment bon casting. Moi, j'étais contente. Je sais pas, moi, je suis vraiment nulle d'un nom d'acteur, puis même, en tout cas, des fois, je sais pas trop qui est qui, mais c'est pas du monde que j'avais vu souvent, là, comme le gars, je pense que je l'ai déjà vu. La fille, je l'avais jamais vue. Moi non plus. Jessie Buckley. Ouais, super bonne. Super le fun de voir des faces différentes, parce qu'on est tanné de voir les mêmes trois acteurs à Hollywood. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est un autre point positif du film. Fait que j'ai pas détesté ça, mais j'ai été déçue, mettons. Ouais. Je comprends. On va passer à ton plaisir coupable maintenant, qui est, on va dans les comédies musicales. Là, on s'éloigne du froid et de la neige pour être dans le soleil et la célébration de l'amour libre avec Hair de 1979, réalisé par Miloš Forman, qui a aussi fait Amadeus, qui a aussi fait Man on the Moon. Comment? Vol au-dessus d'un nid de coucou, ouais. C'est un film de 1979 qui met en vedette John Savage, Tret Williams, Beverly D'Angelo, Annie Golden. La comédie musicale de Broadway a été écrite 10 ans plus tôt par Jérôme Ragni et James Rado. Je connais les chansons de Hair. Je sais un peu en gros de quoi ça parle, mais c'est quoi Hair? Ben, déjà, le film, la trame du film est un petit peu différente de la comédie musicale, si je ne me trompe pas. T'sais, évidemment, je n'ai jamais vu la comédie musicale, mais je pense que dans la comédie musicale, c'est un Anglais qui arrive aux États-Unis, alors que dans le film, le début de Hair... Il faut juste que je dise que je suis vraiment gênée d'aimer ce film-là. Là. Pourquoi? Ben, c'est gênant, là. C'est tellement quétaine comme film. C'est une comédie musicale, puis c'est comme des hippies. En tout cas, j'assume plus ou moins, mais je trouve ça drôle d'en parler. Puis tu m'as demandé un truc honteux un peu, ben c'est honteux. Mais je l'aime, ce film-là. Je l'ai vu beaucoup de fois. Mais le tout début du film, là, c'est quasiment la même scène que le début de Midnight Cowboy. Ah ouais! C'est pratiquement comme, même les plans ressemblent. Puis tout, c'est comme un gars qui quitte l'Oklahoma, l'Oklahoma profond, là, la grosse campagne là, pour aller dans l'armée. Ben, en fait, il s'en va à New York pour rejoindre l'armée, puis éventuellement peut-être être déployé au Vietnam. Puis là, donc il arrive à New York, puis il y a comme une journée pour visiter New York là, en temps bon pecno. Il est comme, je vais aller voir la Statue de la Liberté. Un peu comme Joe Buck, il demande, c'est comme pas son pick-up line, mais son truc pour aborder des femmes. C'est comme, hey, où la Statue de la Liberté? Fait que c'est un peu ça, là, genre Claude, qui s'appelle le personnage principal, arrive à New York, puis il est comme, OK, je vais visiter des affaires. Puis le film commence que c'est ça, son père, qui est comme aussi un genre de fermier, lui donne genre un peu d'argent, puis il dit, tiens, là de l'argent, puis il met ça dans sa botte de cowboy, puis il s'en va, il prend un bus. Puis là, ça commence comme ça, puis on coupe à une bande de hippies qui sont en train de brûler leur carte de conscription, là, comme quoi eux autres, ils ne veulent pas y aller au Vietnam, ils sont contre la guerre, tout ça. Puis c'est ça un peu aussi le fond de l'histoire, c'est un film qui est anti-guerre, là, qui passe un message de paix. Puis là, Claude, le personnage principal, va donc croiser cette bande de hippies-là qui vont lui quêter du cash, comme « Hey man, t'as pas de l'argent! » Puis lui, il est comme
Ben, j'en ai, mais tu sais, mon père, il me l'a donné juste en cas d'urgence, là. Puis, tu sais, lui, il a jamais vu ça, là, des hippies, puis du Ben monde un oui. peu weird, puis il comprend rien, puis... Mais tu sais, il est comme un peu innocent, mais comme, il veut être juste fin avec tout le monde, parce que pour lui, c'est juste comme, ah, ben, si t'as besoin d'argent, je vais t'en donner, tu sais. Ouais. Fait que là, il traîne un peu avec cette gang de hippies-là qui lui font prendre de la drogue. Fait que là, il y a comme un gros trip, tout ça. Puis, il croise une espèce de bourgeoise à cheval. Il y a comme du monde qui font du cheval. Je ne sais pas si c'est Central Park ou quoi, mais en tout cas, ils font du cheval dans New York quelque part. Puis là, histoire d'amour, le Claude, le Pecno craque pour la bourgeoise sur un cheval. Et puis, ça suit aussi une scène vraiment le fun où est-ce qu'ils vont comme crasher un party chez la bourgeoise. Là, comme les hippies sont comme « Ah, faut qu'on la retrouve, la fille, il faut que tu la vois avant de partir, blablabla. » Puis là, il y a comme une super bonne toune où est-ce qu'un des personnages hippies, il monte sur la table, puis il kick dans la belle vaisselle. Tout ça. Moi, je trouve ça super le fun, cette scène-là. Puis finalement, je peux-tu spoiler? Parce Oui, que la oui, fin, ça fait une qui a 40 ans. là, oh my God, la fin... OK, je vais être encore plus gênée, là, mais je braille à chaque fois que j'écoute ce film-là, la fin. Puis je suis vraiment pas quelqu'un qui pleure facilement à cette fin de film-là, me fait tellement pleurer. Parce que c'est encore une belle histoire d'amitié, là. Oh. Mais tu sais, c'est super improbable, ils deviennent amis comme en 2 secondes, mais bon, c'est une comédie musicale, là, mais tu sais, ils deviennent super liés, genre Claude puis la gang de hippies. Puis ça finit que Claude, il va faire son entraînement, je sais pas comment, je connais vraiment rien dans l'armée, là, mais il est comme en train de faire genre de bootcamp, là, puis il apprend qu'il va être déployé dans les prochains jours au Vietnam. Fait qu'il a écrit une lettre à la fille riche, blablabla. Puis là, les hippies vont chercher la fille riche, puis ils l'amènent pas loin du camp d'armée pour que Claude puisse la voir une dernière fois. Super quétaine. Puis là, pour ce faire, le Burger, un des hippies, va comme trouver une façon de rentrer dans le camp d'armée, puis il échange son linge avec Claude, son linge d'armée. Puis le Claude peut aller voir la fille. Mais là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? C'est le moment d'être déployé. Et c'est oui. Burger, le hippie, qui part au lieu de Claude. Oh. Puis ça finit qu'ils sont dans un cimetière avec plein de croix blanches, puis Burger, il est mort. Genre, c'est sûr. Ça me rend tellement triste. Mais c'est parce que c'est genre le gars qui voulait pas aller faire la guerre. Genre, puis t'imagines à quel point... Excusez-moi, dans ma tête, je pars, là, je suis comme... J'imagine le pauvre gars qui a zéro training, qui a aucune idée de tout. Ben, déjà, je pense que même ceux qui ont du training, c'est super triste, puis c'est dégueulasse. C'est des jeunes de 18 ans qui s'en vont faire la guerre, puis la guerre en général, c'est de la merde. Là, mais comme le pauvre gars hippie là, qui a no clue, là, puis qui se ramasse là-bas, puis qui se fait tuer, en tout cas, moi, ça me rend bien triste. Tu sais, c'est ça. Hair, c'est. Ben, quelques chansons Hair qui si vous l'entendez, vous allez la reconnaître à un certain point là, pour le refrain, mais Aquarius, là, de Sunshine In, ça joue au moins une fois par jour dans au moins une radio quelque part au Québec et au Canada. C'est tellement iconique. Y a-t-il quelque chose dans la culture hippie? Tu as dit que tes parents étaient hippies en ouverture du show. Y a-t-il quelque chose dans cette culture-là, cette mouvance-là qui te touche particulièrement? Non, vraiment pas. J'aime vraiment pas tant les hippies. Puis, ben, en tout cas, non, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait triper tant que ça. Par contre, j'ai un petit faible pour les comédies musicales, là, je vais t'avouer, là. J'aime bien les... Mais pourtant, j'en ai pas vu beaucoup. Puis je suis pas une fan, tu sais, comme des plus récentes, là, tu sais, je sais pas, le Moulin Rouge, puis... je connais même pas. Là. Je sais pas, j'ai juste vraiment beaucoup trippé sur Hair, puis Jesus Christ Superstar aussi. Là, j'ai vu tellement de fois ce film-là. C'est ma seule connaissance de l'histoire de la Bible, là, parce que mes parents sont des hippies, je suis pas baptisée, tout ça, fait que ça, je trouve ça bien drôle aussi. Mais je sais pas, je pointe de quoi quand j'écoute Hair, puis les tunes sont tellement bonnes. Là, comme là, tu as nommé les tunes les plus connues, mais tu sais, il y a 2 scènes dans le film. Il y a une tune qui s'appelle White Boys puis une tune qui s'appelle Black Boys. Puis il y en a une où est-ce que c'est des femmes blanches qui chantent comme à quel point les Black Boys sont comme vraiment cool puis attirants. Puis l'autre tune, c'est le contraire. C'est genre des femmes noires qui chantent comment les White Boys sont beaux et attirants. Puis ces 2 tunes-là sont chantées par des genres de recruteurs de l'armée qui sont comme dans une table, puis ils font rentrer des gars de l'armée, puis ils mettent en bobette, puis comme ils évaluent pour voir. Puis c'est tellement des bonnes tunes, puis oh my God, les voix, il y a des chanteurs dans ces 2 tunes-là, des hommes que comme leur voix est tellement aiguë, là, je sais pas comment ils font, là, puis en tout cas, c'est vraiment, vraiment une bonne tune, puis même le découpage de ces scènes-là est vraiment génial, comme
il y a des petits moments où est-ce que tu vois comme les pieds des recruteurs en dessous, tu sais, qui font des petites tapettes. Là, puis en tout cas, c'est vraiment super amusant. Là. Ce que je trouve un peu plate, par exemple, c'est que moi, j'ai beaucoup écouté, encore une fois, je vais être vraiment gênée, mais j'ai beaucoup écouté le CD de Hair de Broadway, là, comme la version Broadway. Et les tunes sont tellement meilleures, sont mieux chantées, puis, je sais pas, je les aime vraiment mieux. Fait que, quand j'écoute le film, je suis un peu déçue parce que c'est pas les mêmes interprètes. Et aussi, il y a des tunes qui sont pas dans le film, qui sont sur le CD. Sur le CD, je parle comme si j'avais 90 ans. En tout cas, j'ai encore des CD. Puis, je les trouve bonnes, les tunes. Je trouve que les tunes de comédie musicale, souvent, c'est bon. Genre, c'est bien orchestré. C'est des chanteurs... je sais pas, c'est comme funky. Ben, c'est un peu funky, les tunes de Hair. Un peu funky, ouais, c'est un peu funky. Ben, tu sais, c'est ça, c'est dans la mouvance hippie, là. J'en ai réécouté quelques-unes de Hair, puis j'avais l'impression d'entendre, tu sais, des chansons québécoises des années 70, là, le temps est bon, puis... ouais, alors que c'est ça, j'haïs ça. J'haïs tellement ça. Je sais pas, je sais même pas pourquoi j'aime ça, mais j'aime ça, là. Tu sais, Jesus Christ Superstar aussi, la musique, c'est comme du prog, là. C'est la super bonne musique prog. Puis, ouais, je suis gênée. Mais sur cette gêne, on va pouvoir conclure l'émission. Iris, ça a été un plaisir de te recevoir. Si les gens veulent suivre ton travail, veulent en découvrir davantage sur toi, on va où? On fait quoi? On achète quoi? Sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon nom, c'est Boudreau Iris, tout dans un mot. Puis, sinon, mes livres sont dans les librairies. Oui. Vous pouvez aller sur leslibraires.ca qui regroupe pas mal toutes les librairies indépendantes du Québec. Sinon, si vous voulez aller voir la web-série de la liste des choses qui existent, elle est disponible gratuitement sur le site de l'ONF, sur le squat de Télé-Québec, puis sur YouTube aussi, ça va être là pour toujours. Yes. Puis on travaille sur la saison 2 en ce moment, mais on commence la prod, ouais. Ah, ben j'ai hâte de voir ça. Écoute, merci, je suis super contente, c'était vraiment le fun. N'importe quel. Un énorme merci à toi aussi. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec mon invité Iris Boudreau, on a jasé de film.